Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sadi Laloul, directeur de cet institut. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre performance qui est organisée dans le cadre de la Semaine du cerveau, comme vous le savez tous. Elle est organisée par nos amis Étienne Quéclin, neuroscientifique, directeur de recherche à l'INSERM et directeur du laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles à l'École normale supérieure PSL, et Gretty Myrdal, membre de l'Académie royale danoise des sciences et des lettres, professeure émérite à l'Université de Copenhague, qui est également l'ancienne directrice de cet institut. Gretty et Étienne sont co-directeurs du programme Cerveau, Culture et Société de l'UA de Paris. Je cède donc avec grand plaisir la parole à nos deux organisateurs qui vont vous présenter le programme et les intervenants. Étienne, the floor is yours. Merci. Donc moi, j'ouvrirai la parole à la salle, puisque l'idée, c'est quand même d'interagir. Vous avez sûrement plein de choses très intéressantes à dire. Et donc, merci pour votre présence. Et donc je suis effectivement directeur de recherche à l'INSERM, neuroscientifique. J'ai fondé le laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles à l'École normale supérieure. Et je travaille essentiellement sur la faculté de jugement chez l'homme, donc qui concerne essentiellement, on va dire, pour simplifier, toute la partie frontale du cerveau. Et donc, avec Gretty, cette semaine du cerveau nous a donné l'occasion on a saisi cette occasion pour aborder cette question qui est donc celle de la créativité, question qui historiquement a toujours été assez peu abordée d'un point de vue scientifique, mais qui est présente évidemment dans toutes nos activités humaines. On verra ça, et qui, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, etc., est une question d'actualité qui nous interroge tous, je pense, en tant qu'êtres humains. Et donc, donc l'idée, c'est qu'on va faire une espèce de table ronde, mais interactive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini dans nos interventions. Chacun a prévu des petites séquences de présentation. Chacun va se présenter. Je ne vais pas faire les présentations. On va faire un premier cycle de présentation avec un petit peu de contenu. Et puis après, on verra comment ça évolue. Et puis, on ouvrira peut-être la parole de temps en temps à vous. Et puis, vraiment, à la fin, pour une discussion plus approfondie. Donc, rapidement, pour cadrer les choses et fixer un peu les idées sur la notion de créativité, qui n'est pas forcément facile de premier abord, on distingue généralement, donc c'est un peu le modèle standard de la créativité, donc 4 grandes dimensions de la créativité humaine, donc des dimensions plutôt cognitives, des dimensions plutôt, comme on dit, conatives. Donc cognitive, c'est-à-dire qu'évidemment, la créativité, c'est une production de quelque chose de nouveau, de nouveauté. Donc en soi, il n'y a pas de difficulté conceptuelle derrière cette notion de nouveauté. Peut-être la difficulté, c'est de se dire, est-ce que la nouveauté est simplement possible? Alors je dirais on peut par exemple prendre l'exemple du théorème de Gödel pour dire que même dans un système de représentation très fermé comme le système de la logique des propositions, il y a toujours des propositions qui sont pas, on peut toujours exprimer des propositions qui ne sont pas déductibles de ce système. Donc la nouveauté est possible en effet. Voilà. Ensuite, dans la créativité, il ne s'agit pas simplement de produire du nouveau, il s'agit aussi de produire quelque chose qui est en adéquation avec un contexte externe à ce qui est généré. Donc ça peut être par exemple la solution à un problème, qui peut être créative, ou au contraire la production d'une œuvre d'art qui est à la fois nouvelle, mais en même temps rencontre un public ou répond en quelque sorte à un questionnement émotionnel chez les auditeurs ou chez l'ensemble dans la société. Évidemment, ça nous ramène donc à cette notion d'originalité, donc cette articulation entre nouveauté et adéquation. Donc on trouve là, dans la nouveauté, il y a cette notion de génération, et puis dans l'adéquation, il y a cette notion d'évaluation en quelque sorte. Être créatif, c'est toujours évaluer quelque chose par rapport à un contexte préexistant. Et puis dans les dimensions cognitives, on a 2 dimensions. Une première dimension qui est ce qu'on pourrait appeler l'authenticité,
C'est-à-dire que l'acte créatif, c'est un acte qui est d'abord une expression d'un individu. Et cette expression, elle va exprimer peut-être chez l'individu un déséquilibre interne, soit de nature positive, soit de nature négative. Donc ça peut être une insatisfaction par rapport à son rapport au monde, ou ça peut être au contraire une forme extatique par rapport au monde. Et donc, dans l'acte créatif, donc, il y a cette idée qu'on part d'un moment de déséquilibre et le créateur va chercher à répondre ou à créer à partir de cette authenticité. Et l'autre dimension, c'est que la créativité, c'est avant tout, c'est un acte, c'est une action dans le monde. Derrière l'acte créatif, il y a toujours peut-être une dimension plus ou moins importante. Donc ça, c'est des dimensions. Donc après, il y a des réglages en fonction des différentes activités humaines. Mais dans l'acte créatif, il y a cette idée que on veut agir dans le monde, on veut transformer le monde, on a une volonté de changer quelque chose dans le monde, donc d'agir simplement. C'est un peu la définition de l'action. Donc c'est une action, donc c'est pour ça que j'ai mis le terme d'agentivité. Et donc il y a cette idée donc d'effectivité dans le monde. L'acte créatif se veut être effectif dans le monde, d'avoir une influence dans le monde. Je vais m'arrêter là. C'était juste voilà mon petit topo du tout début pour fixer les idées, pour que chacun pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Et je vais passer la parole à Merci. Je vais me présenter rapidement avant de passer à mes collègues donc la parole. Je suis compositeur et donc j'enseigne l'analyse à l'université Paris-Cité. Et donc j'ai travaillé longtemps dans deux équipes IRCAM, qui sont celles qui concernent le geste en temps réel et donc les applications qui pourraient être de nouvelles écoutes, de nouveaux rapports à l'œuvre grâce au geste. Et puis l'équipe qui s'appelle représentation musicale, notamment sur des problèmes de pédagogie, comment utiliser, comment mettre à disposition des élèves dans des conservatoires, dans des collèges, les outils formels des compositeurs qui passent par l'IRCAM, entre autres. Et donc j'ai prévu de vous faire entendre deux extraits qui représentent ce dont je parle. Alors le premier, c'est un travail que j'ai fait au Conservatoire de Région de Paris. Et je vais prendre le. Donc, c'est un extrait d'un concerto pour piano et orchestre. Et en fait, pour piano forte et orchestre de musique ancienne, et aussi pour piano moderne. Alors, pourquoi ? Parce que l'idée était de rendre hommage à une femme remarquable qui s'appelle Thérèse Boutinon-Dehaye, qui était une élève de Jean-Philippe Rameau, et qui a défendu Rameau lorsqu'il a été très attaqué dans une série de textes qu'il a fait sur la composition musicale, les règles d'harmonie déduites de l'acoustique. Et ça, c'était quelque chose qui a heurté une partie donc de la communauté des musiciens, qui était une pensée très moderne de composition musicale. Donc j'ai repris l'article de Thérèse Boutinon-Dehaye et j'en ai tiré des conséquences qui sont cette pièce. Donc si l'acoustique est telle, etc., voilà comment se construisent les accords, etc. La pièce est écrite en quart de ton, en micro-intervalle, et elle est jouée sur un piano forte et donc par une excellente pianiste, Madoka Fukami, et donc avec l'orchestre du Conservatoire de Région. Et donc c'est un petit extrait que je vais faire entendre pour donner une idée de ce type de travail.
Le second extrait que je vais faire entendre, c'est un nocturne qui est une sorte de voyage dans le son, c'est-à-dire où on va progressivement rentrer à l'intérieur d'un son. Alors, pourquoi je présente cet extrait, entre autres? Parce qu'il va être, vous allez voir apparaître des annotations qui permettent à, donc en l'occurrence, c'était des élèves de conservatoire également, de comprendre, c'est comme une partition animée, ce qu'ils sont en train de jouer, c'est telle composante du son, c'est telle partie de la logique acoustique du son. Donc c'est quelque part lié aussi à Rameau. Donc ce que vous voyez là, c'est la partition. Ce que vous voyez là, c'est le sonogramme du son, donc l'analyse du son global provoqué par les instruments.
Moi, je m'appelle Patricia Ribaud. Bonsoir à tous dans le désordre. Je suis maîtresse de conférences en arts plastiques à l'université Paris 8, Saint-Denis, et aussi enseignante aux Beaux-Arts de Paris. Moi, j'ai un parcours un peu en zigzag, un parcours zébré, où j'ai commencé par des études en arts appliqués en céramique à Paris, et en design et en art. Et puis ensuite, je suis partie apprendre à souffler le verre à Murano. Et ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Je vais vous la montrer en quelques secondes. De ces quelques années de travail du verre en Angleterre et puis à Murano, je suis repartie, si on peut dire, avec la question de ce qui fait le propre d'un geste artisanal ou d'un geste, tout court, d'un geste humain. Donc j'ai écrit une thèse à partir de ça. Et puis, de fil en aiguille, après, je me suis occupée des projets de recherche dans une école d'art, les AD de Reims, l'École supérieure d'art et de design de Reims. Et puis, je suis, dans le cadre de ce projet, nous sommes retournés à Murano, chez Salviati, et pour réaliser des projets d'étudiants. Et un des moments de ce workshop, comme on dit à Murano, il s'est passé à partir donc d'un projet de dessin des étudiants qui sont arrivés sans vraiment connaître les techniques et qui les ont présentés aux artisans de Murano en leur disant comment on réalise ça. Et là c'était intéressant parce que c'était un moment de co-création. Comment réaliser cet objet à partir des techniques qu'on connaît et en même temps en se creusant un tout petit peu la cervelle parce que ça allait au-delà de tout le savoir-faire qui était déjà celui de l'immense savoir-faire des maîtres de Murano. Et ce moment-là, c'était un moment vraiment particulier parce que l'équipe, le maestro et son équipe, se sont engagés dans l'idée de pousser plus loin les techniques traditionnelles avec une méthode assez simple mais inédite de réalisation de ce projet. Et je vais juste vous montrer ce petit moment, ça va assez vite mais je vous le montre. Voilà, ça c'était une première toute petite capsule. Et donc voilà, j'ai travaillé quelques années toujours autour des processus créatifs, des processus de formation des formes, comme ça, des relations entre designers, artistes, artisans, par exemple. Et puis après, je suis partie à Berlin dans un nouveau laboratoire de recherche qui s'intitule le Cluster d'Excellence Matters of Activity, où j'ai travaillé pendant quelques années, pendant 9 ans. Je vous fais un bref déroulé de leur site, vous pouvez aller le voir. Et là, c'est tout à fait une autre approche, c'est l'approche d'un concept qui est celui de active matter, donc la matière active saisie de tous les points de vue disciplinaires possibles. Donc il y a des historiens, des scientifiques, beaucoup de scientifiques, des ingénieurs, des designers, et chacun se saisit de son background, de sa formation pour regarder des pratiques comme les pratiques de filtrer par exemple, de weaving, de tissage ou de cutting. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc pendant 9 ans, on a travaillé sur différents projets ensemble autour de cette question de la matière active. Donc forcément de mon background d'artisane, ça parlait aussi d'une manière très singulière. Donc on a travaillé aussi sur les formats de partage de la recherche et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais assez excitée par cette soirée, c'est-à-dire comment la parole circule entre nous de nos points de vue disciplinaires très très différents. Et puis voilà, peut-être la dernière chose que je voulais vous montrer en guise d'introduction, c'est cet ouvrage que j'ai coédité il y a 2 ans, qui est d'ailleurs en ligne maintenant. Vous pouvez le trouver aussi, soit imprimé, soit en ligne, et qui porte sur ces philosophies du faire, du point de vue des artistes, des artisans, des designers, des scientifiques, avec une partie qui porte sur l'idée de donner forme, et puis une autre partie qui porte sur l'idée de forme donnée par les uns et les autres, donc plutôt ancré sur des projets ou plutôt ancré sur des théories. Voilà. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis ravi aussi d'être là avec vous. Je m'appelle Pierre-Yves Oudéier.
et je suis directeur de recherche dans un institut de recherche qui s'appelle INRIA, et qui s'intéresse à toutes les sciences du numérique et à leurs applications. Et je dirige une équipe à Bordeaux qui s'appelle Flowers, qui est à l'interface entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Et le sujet auquel on s'intéresse est un sujet connexe à la créativité, c'est celui de la curiosité. On s'intéresse en particulier à essayer de comprendre qu'est-ce qui, chez l'enfant, le pousse à explorer spontanément son environnement, à commencer par son propre corps, et puis les interactions avec les objets, puis les interactions avec ses partenaires sociaux, pour découvrir progressivement toute la diversité des savoirs et des savoir-faire que la plupart des enfants découvrent. Et donc on essaye de comprendre de manière un peu fondamentale les mécanismes de la curiosité, et on essaye de le faire en particulier en construisant des modèles d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va essayer de modéliser ces mécanismes en fabriquant des machines qui vont simuler certains aspects de la curiosité. Et en fait, on fait ça de différentes manières. C'est-à-dire d'abord, on a une partie de nos recherches qui sont vraiment très fondamentales, où on va faire des modèles qui ont vraiment pour objectif de mieux comprendre la curiosité chez l'enfant, par exemple son rôle dans le développement vocal, son rôle dans le développement de la maîtrise des outils. Et puis, on s'intéresse aussi à construire des machines dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vont être plus autonomes, plus flexibles, qui vont avoir des formes de curiosité. Et puis, on s'intéresse à différents types d'applications. Par exemple, dans le monde de l'éducation, les avancées qu'on a fait sur la compréhension de la curiosité aujourd'hui nous ont amené à développer des logiciels éducatifs qui sont faits pour personnaliser des exercices qui vont stimuler la curiosité chez les élèves. On s'intéresse aussi à comment utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour aider les scientifiques, des physiciens, des biologistes, des chimistes, à explorer et à découvrir des systèmes très compliqués pour lesquels ils n'ont pas encore une bonne compréhension et qu'ils explorent un peu à tâtonnement. Alors aujourd'hui, je vais probablement essayer de parler un tout petit peu plus de la dimension intelligence artificielle, et au cours des discussions, je vais essayer de parler de quelques-uns des ingrédients qu'on a découverts dans la communauté de l'IA au fur et à mesure des années, et qui permettent de fabriquer des machines qui sont capables de trouver des comportements ou des connaissances qui sont à la fois nouvelles, qui sont pertinentes pour les humains, qui sont efficaces, qui fonctionnent, et donc, si on suit la définition que nous a expliqué Étienne, qui sont créatives. Ça peut paraître finalement assez contre-intuitif parce que la plupart du temps, on pense que les machines ne reproduisent que les choses qu'on a mis dedans, que les connaissances que les humains ont déjà. Mais en réalité, c'est faux. Et donc, je vous montrerai quelques exemples aujourd'hui. Pour titiller votre curiosité, je vais vous montrer rapidement une petite vidéo d'une des premières expérimentations qu'on a fait il y a presque 25 ans. Et dans laquelle on avait mis au point un robot qui au début ne connaît rien du tout de son corps, rien du tout de son environnement. On lui a donné des méthodes qu'on appelle des algorithmes qui lui permettent de faire des expérimentations avec son corps pour récolter des données, par exemple, lui permettant de savoir quand il fait tel ou tel mouvement, qu'est-ce qu'il va observer dans son environnement, est-ce que ça va faire bouger un objet, est-ce qu'il va y avoir une réaction, et puis de repérer des régularités pour apprendre. Et puis ce robot, il a des mécanismes pour bien choisir les expériences qu'il va faire. Et donc là, je vous montre la vidéo. Alors il peut bouger son corps, il peut produire des sons. Alors c'est un robot qui ressemble à un chien, mais ça c'est pas fait exprès. C'est juste que le seul robot qu'on avait à notre disposition à cette époque-là, c'était ce robot, qui était très très facile à expérimenter, mais on s'intéressait pas particulièrement aux chiens. Donc au début, il sait rien faire. Et il essaye des expérimentations qui n'ont aucun sens pour nous. Par exemple, il essaye de vocaliser en regardant cet objet sur la gauche, mais il sait pas que cet objet va pas réagir à ces vocalisations. Là, il vient d'essayer de pousser cet objet sur sa gauche. Et puis là, par contre, il a vu que ça bougeait, donc il a acquis une petite début de connaissance que pour faire bouger cet objet, c'est plutôt son bras qu'il faut bouger d'une certaine manière. Donc il va répéter plusieurs fois pour vérifier, pour
il va s'apercevoir aussi progressivement que s'il veut attraper le petit objet devant lui, là, cette fois-ci, c'est pas avec son bras, c'est en produisant des sons, mais c'est avec sa bouche. Et puis un petit peu plus tard, il va s'apercevoir en fait qu'en vocalisant en direction de cet autre robot qu'on a programmé pour imiter et produire des vocalisations quand il y a quelqu'un qui lui vocalise en le regardant, et ben il va s'apercevoir que c'est intéressant et qu'il y a des choses à apprendre en expérimentant cette chose que nous on appelle un partenaire social. Et c'est la manière dont ce robot finalement rentre par curiosité dans l'exploration des interactions sociales. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant. Et on pourra en discuter tout à l'heure. Là, c'était les dimensions de ce que j'avais appelé la créativité humaine, mais vous avez compris que la question, c'est pas de se dire est-ce que les IA sont créatives ou pas, est-ce que les animaux peuvent montrer des comportements créatifs, mais en fait, c'est des dimensions, donc on peut imaginer qu'il y a différents degrés, ces différentes dimensions. Par exemple, on sait qu'il y a des espèces animales qui ont des comportements, on va dire, relativement créatifs, les oiseaux chanteurs, par exemple, on font des vocalisations, il parlait justement de vocalisation, donc il y a des chants d'espèces, mais on sait aussi que dans les différents bosquets, la même espèce peut développer des chants relativement, des dialectes, la notion de dialecte, et puis il y a une notion aussi d'effectivité, dans le sens où ces chants ont pas une sémantique particulière, mais en général, ils permettent aux congénères de se reconnaître dans un bosquet parmi différentes espèces d'oiseaux, et évidemment d'interagir, de trouver des... et pareil pour l'intelligence artificielle, peut-être qu'un certain nombre d'intelligences artificielles ont peu de dimensions agentives ou authentiques, et peut-être plus des dimensions cognitives, mais on pourrait tout à fait imaginer des robots. Par exemple, j'ai en tête l'intelligence artificielle qui joue au Go et qui, et donc, comme vous le savez, qui a battu les meilleurs champions du monde de Go, du jeu de Go, et qui a produit, selon les experts, les champions du monde de Go, qui a produit des coups que ces champions considèrent comme hautement créatifs et qui sont beaucoup étudiés. Donc on est là dans une IA qui interagit avec un partenaire humain, et donc qui agit, et donc on est effectivement avec probablement une forme d'authenticité très réduite, et simplement que l'IA elle veut gagner comme l'humain, et donc évidemment c'est très réduit comme authenticité, mais s'il produit ses coups, c'est que il cherche quelque chose. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Pour reprendre sur la notion de curiosité, donc ce que j'ai appelé l'énergie créatrice, dans nos recherches, nous, en neurosciences, on se pose la question, non pas directement de l'acte créatif, mais au fond, qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui pousse à agir un animal, et plus particulièrement l'humain, puisqu'on s'intéresse plus particulièrement à l'humain? Au fond, c'est quoi? Alors, il y a conceptuellement, il y a deux grands champs, deux grands concepts. Il y a le concept où on agit essentiellement pour accumuler des ressources nécessaires à notre survie. Donc, ce qu'on va appeler par exemple plutôt des récompenses, de la nourriture, etc. Donc ça, c'est un premier, et que tout se ramène in fine à cette quête de ressources. Et puis, il y a une autre proposition conceptuelle, un peu à l'opposé, où finalement, on agit dans le monde essentiellement pour modifier le monde, pour ne pas être surpris. Donc, on acquiert de l'information, on agit et on transforme le monde de manière à ce qu'il corresponde en pleine cohérence avec notre représentation du monde. Donc, évidemment, ces deux conceptions qui sont un peu caricaturales, je les caricature un petit peu exprès, et dans nos recherches, on cherche plutôt à développer une notion intermédiaire où, en fait, la curiosité est en fait au cœur de l'action. En fait, l'action cherche avant tout, c'est un acte curieux. Alors, la curiosité, il faut le comprendre, non pas dans l'idée que on va aller voir là où on ne sait pas grand-chose, mais on va agir de manière à là où on pense qu'on peut en apprendre le plus sur le monde. Donc c'est une orientation, une curiosité orientée en quelque sorte voilà. Et donc là où on peut en apprendre le plus, évidemment, en apprendre le plus, ça va dépendre
de nos représentations internes, de notre modèle du monde. Donc, le moteur de l'action, à la base, c'est pour nous, c'est on va chercher à produire des modèles internes du monde et de les améliorer en permanence. C'est ça l'action. Alors évidemment, il y a une contrainte de ressources, c'est que explorer le monde, apprendre du monde, bah, ça demande des ressources. Et donc, pour vivre, tout simplement, pour agir. Et donc, c'est une contrainte, mais c'est pas au cœur de l'action. L'action ne cherche pas avant tout à accumuler des ressources, mais cherche à développer des modèles, des représentations du monde. Qui dit développer des modèles dit que il y a un prémisse cognitif sur le monde qui est le monde, et il y a une permanence du monde. C'est-à-dire que si on veut apprendre quelque chose, c'est qu'on pense que ce qui est vrai à l'instant T, c'est vrai aussi plus tard. Le monde n'a pas complètement changé. Donc c'est un prémisse de permanence qui est évidemment qui est relativement inexact dans le long terme, mais ce prémisse de permanence est la cognition humaine, si vous voulez, et probablement animale, se fonde sur ce prémisse-là. On a un certain nombre d'études qui montrent ça. Et donc peut-être ce prémisse de permanence, il est intéressant parce que peut-être qu'il a à voir avec une notion de beauté, où par exemple, ce qui nous apparaît comme beau, c'est quelque chose qui est assez exemplaire dans sa singularité d'une permanence aussi. Et puis, donc voilà ce que je voulais dire. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'évidemment, on ne peut pas développer un modèle du monde. Le monde est complexe et est toujours plus grand que ce qu'on pense. Et on va développer un certain nombre de modèles. Je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Et peut-être là, je vous ai mis un petit test de créativité, si je puis dire, assez classique. Le test des 9 points, on l'appelle le test des 9 points. Et l'idée, c'est avec un crayon, c'est de relier ces 9 points avec simplement en formant simplement 4 segments de droite et sans lever le crayon. Donc, on peut essayer, on peut faire ça, on peut essayer de faire ça, on peut essayer de faire ça, on peut essayer de voilà. Et bon, on peut essayer un ensemble de choses. Puis on s'aperçoit que on n'y arrive pas comme ça. Alors on se dit, il faut peut-être faire des lignes en dépassant le carré, comme ça. Vous pouvez vous exercer. Ça marche pas. Et en fait, je ne sais pas si vous avez une idée de comment on peut faire. Quelqu'un a une idée de comment on peut faire? Non, ça marche pas. Mais voilà, donc on cherche quelque chose, on sort du cadre, on cherche, etc. Alors en fait, ce qui marche, c'est absolument trivial. C'est simplement, par exemple, on part de là, on peut partir de n'importe où, ça n'a aucune importance, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis en fait, on revient. On réécrit sur le trait, donc on repasse sur les traits qu'on a fait. Et donc, c'est ça la solution du problème, il n'y a probablement pas d'autre solution. Et donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que, en fait, pourquoi au début on ne trouve pas tout de suite la solution? C'est parce que, en fait, on se fonde sur un modèle de ce qu'on peut faire dans ce monde du carré, qui est, a priori, si je ne veux pas lever le crayon, je fais un trait continu, mais je ne repasse pas sur le même trait. On se fixe ça comme règle. Un modèle, c'est une règle. Et puis après, on fait sauter cette règle parce qu'on voit que ça ne marche pas. Donc on va chercher autre chose, on va développer ce modèle-là. On peut chercher à l'extérieur du carré, etc. Ça ne fonctionne pas non plus. Et finalement, on se dit, on peut revenir sur les traits, etc. Voilà, c'est juste un petit exemple amusant. Et non, parce qu'on repasse sur le même trait. Donc, in fine, ça fait 4 traits. 1, 2, 3 et 4. 4 segments de droite. On repasse sur le même. On repasse sur le même trait, donc ça fait un trait. J'ai fini. Vous voulez, peut-être il y a des questions dans la salle?
Oui, c'est possible, peu importe. Oui, mais il faut quand même passer d'un trait à l'autre. Oui, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais c'est tout à fait vrai. Alors, ce qui est intéressant aussi là, c'est que là, l'acte créatif, il est, à un moment donné, je vous pose la question et donc je vous mets dans une situation de déséquilibre. C'est-à-dire que je pose un peu une colle. Bon, évidemment, c'est pas un groupe, etc. Donc, c'est pas facile de réfléchir, mais il y a cette idée qu'on peut être confronté à une situation, il y a un déséquilibre qui se fait. Et ici, plus cognitif, mais il peut être plus émotionnel, etc. Donc, c'est un peu le même principe. Et il y a ces modèles qu'on cherche à développer et qu'on sort à un moment donné des modèles qu'on a pour explorer d'autres modèles, etc. Je vais reprendre à partir de cette petite teaser que tu as aussi évoqué. Oui, moi je voulais rebondir. C'était en fait la première idée qu'on avait dans nos discussions en préparant cette séance un peu particulière, de trouver des exemples aussi un peu incongrus. Et donc, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, d'intelligence, de modèles d'intelligence, de neuroplasticité. On en parlera peut-être un peu plus tard. C'est la semaine du cerveau. Et moi, je m'étais dit, ça serait intéressant aussi de parler d'un exemple venant du monde animal. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis intéressée aux poulpes. Polyplocos, Polypalpaios, si on en parle comme Opien, repris par Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant dans leur formidable ouvrage sur les formes, la métisse des Grecs et les formes de l'intelligence de l'ordre de la ruse, etc. Et donc, je voulais vous parler un tout petit peu de cet être à nul autre pareil, auquel je me suis intéressée dans le contexte d'ailleurs d'un colloque et d'un ouvrage qu'on a édité aux Beaux-Arts de Paris sur l'art et le camouflage. Donc chacun parlait de son approche de l'art et du camouflage. Il y avait tout un ancrage historique. Et puis, avec Didier Semin, qui est un historien de l'art, on a voulu aborder la question de certains animaux et des maîtres du camouflage. Didier a fait une sorte de panorama sur les animaux et je lui dis juste, laisse-moi le poulpe. Et alors, le poulpe, il est extraordinaire. Vous en avez sans doute entendu parler. On en parle beaucoup ces derniers temps, ces dernières années. Évidemment parce qu'il se camoufle. Mais je voudrais apporter peut-être 2 ou 3 exemples de ce génie, alors créatif sans doute à sa manière, et aussi questionner en fait ce point de vue qu'on peut avoir sur la créativité, sur sa capacité par exemple à prendre ou à perdre forme, qui est très particulière aussi du fait que c'est un animal qui n'a pas de structure dure à l'intérieur de lui, si ce n'est son bec qui est la forme la plus rigide. Donc ça, c'est une petite vidéo qui a été faite par ce chercheur sur cette capacité, en fait, sur la capacité même du camouflage ou de l'être qui se camoufle, sur ce regard ou sur la capacité propre au céphalopode à apparaître ou disparaître et en fait à interagir avec la perception de l'autre. Voilà. Et alors, cette idée que le camouflage, c'est pas seulement se fondre dans son environnement, mais se tromper celui ou ceux qui vous regardent, j'ai trouvé que c'était le premier élément vraiment intéressant par rapport à cette idée de ce type particulier de comportement. Et si on continue, alors il y a 1001 exemples, je ne vais pas tous vous les passer, celui-là il est très très spectaculaire, mais il est un petit peu long sur la manière d'être aussi dans le camouflage offensif. Là, ce sont les sèches qui sont capables, était là sur cet exemple. À la fin, il aura son crabe. A cuttlefish. It specializes in hunting crabs. But a large crab is a dangerous quarry.
It has powerful claws. The cuttlefish, however, has a remarkable talent. Its skin contains millions of pigment cells with which it can create ever-changing colors and patterns. And that, apparently, hypnotizes the crab. A cuttlefish may be clever, but a shark is bigger. And it eats cuttlefish. Time to disappear. Back to the hunt. A new target, but the same mesmerizing technique. For those that manage to establish themselves in these bustling undersea cities, there can be great rewards. Et puis, il y a toutes les vidéos que vous avez sans doute vues de la capacité à résoudre des problèmes qu'on a analysés ces dernières années et depuis un petit moment en laboratoire. Et enfin, peut-être le dernier exemple, celui d'un comportement qui est encore plus extraordinaire. Peut-être, Étienne aussi, tu pourras réagir aussi sur cette capacité-là à changer son propre comportement de ce type particulier de poulpe qui est un mimic octopus, donc je ne sais pas le nom en français en fait, le mimic octopus, qui est capable non seulement d'altérer, de se camoufler dans son environnement, mais aussi de changer carrément de comportement en fonction des situations. Voilà. Donc on a non seulement des comportements, des façons innées aussi de se camoufler, de transformer, de se mimiquer dans son environnement. Et tout ça repris par Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant comme un exemple aussi de ces capacités qu'ont les sèches et les poulpes à tromper leur ennemi. Et finalement, cet exemple-là, j'ai trouvé intéressant aussi parce que ils l'ont utilisé comme sur un chapitre entier de leur livre avec le renard sur ses capacités à se retourner constamment, à retourner des situations et à rendre cette capacité qu'est la métisse, donc la ruse, comme une façon d'être qui est une autre manière d'être créative qui nous vient du monde animal. Alors voilà, peut-être sur cette dernière citation, autour de l'idée de métisse, qui est aussi ce que chaque pêcheur est censé maîtriser pour être un bon pêcheur, c'est-à-dire être capable d'intégrer d'une certaine manière les façons d'être de ses proies, de ce qu'il a à pêcher, pour devenir lui-même un bon pêcheur. Intelligence à l'œuvre dans le devenir, en situation de lutte, la métisse revêt la forme d'une puissance d'affrontement, utilisant des qualités intellectuelles, prudence, perspicacité, promptitude et pénétration de l'esprit, rouerie voire mensonge, mais ces qualités jouent comme autant de sortilèges dont elle disposerait pour opposer à la force brute les armes qui sont son apanage, l'insaisissabilité et la duplicité. Comme l'eau courante, l'être améthyste glisse entre les doigts de son adversaire. Voilà. Peut-être que toi, tu as des choses à dire là-dessus. Alors, merci beaucoup. Et effectivement, j'aimerais rapidement rebondir. On vient de voir des créatures fascinantes, des corps mous qui se meuvent de manière extraordinaire dans des environnements qui peuvent parfois être hostiles. Et en fait, j'ai des créatures artificielles
à vous montrer qui sont pas aussi fascinantes que celles-là, mais qui ont été fabriquées avec un mécanisme qui est inspiré de loin, mais un petit peu des mécanismes qui ont amené à ces créatures, c'est-à-dire les mécanismes de l'évolution, tout simplement. Ces créatures, en fait, elles sont pas apparues comme ça d'un coup. Elles sont les descendantes de nombreuses créatures et de générations de créatures auparavant, qui, à chaque génération, eh bien, les enfants sont des variations plus ou moins aléatoires de leurs parents et puis en fonction des caractéristiques de chacun des enfants dans l'environnement, eh bien, ils vont avoir plus ou moins de capacité ou de probabilité à trouver de la nourriture, à se reproduire. Et ceux qui arriveront à se reproduire le plus, eh bien, auront leurs gènes qui vont se propager. Et comme ça, de fil en aiguille, au fur et à mesure des générations, au fur et à mesure de tâtonnements et d'essais de la nature, eh bien, c'est comme ça qu'on arrive à des créatures comme ça. Et alors, je vais justement vous montrer un exemple d'expérimentation dans laquelle on s'est intéressé à la question de comment est-ce qu'on pouvait fabriquer des sortes de créatures artificielles avec des corps un peu mous, comme les poulpes, composés de petites cellules simulées, certaines des sortes de cellules de muscles, certaines qui s'étirent, certaines qui se contractent, certaines qui sont rigides, certaines qui sont souples. Et ici, on les a placées dans un environnement dans lequel on a dit en fait que leur capacité à se reproduire, c'était équivalent à leur capacité à avancer le plus vite possible devant elles. C'est ce qu'on appelle ici la fitness. Et en fait, comment on fait ? C'est au début, on a un algorithme très très simple qui va générer des corps complètement aléatoires. C'est-à-dire en gros des assemblages de Lego avec ces différentes petites cellules qui vont être faits de manière un peu, voire totalement aléatoire. Et puis on va générer une population par exemple de 1000 individus et puis on va les mettre sur leur piste et puis on leur donne une trentaine de secondes pour essayer de voir ce qu'elles vont faire. Et puis on va retenir que les 10 par exemple qui se seront avancés le plus. Et puis à partir de ces 10-là, on va créer des petites variations aléatoires, des mutations aléatoires de leur corps, et on va en faire 1000. Et on recommence, on les met toutes sur chacune de leurs pistes, et puis on sélectionne les 10 meilleures, et puis on recommence et on recommence. Et en fait, voici ce que ça donne. Donc là, on va voir, toc, à partir de là, voilà. Donc là, en fait, on va suivre une histoire de plein de créatures. Au début, vous voyez, c'est des sortes de carrés un peu informes, avec deux types de cellules, et puis au fur et à mesure que le temps avance, voilà, elles se tordent plus ou moins, elles avancent un tout petit peu, mais ça avance pas beaucoup. Et puis au fur et à mesure que ça avance de plus en plus. On voit que le corps prend une forme un peu plus asymétrique. Voilà. Et alors je vais avancer un peu plus vite, et au bout d'un moment, en fait, on a découvert tout un tas de créatures, voilà, avec des corps auxquels un ingénieur n'aurait probablement pas pensé, qui font des mouvements qui peuvent nous sembler un peu gauches, mais finalement qui permettent de se déplacer assez efficacement, avec des stratégies assez variées, comme vous pouvez le voir ici. Et alors là, ce sont des créatures virtuelles dans des simulateurs physiques, mais on peut faire ça aussi avec des robots physiques. Alors avec des robots physiques, on ne peut pas forcément fabriquer plein de variations du corps lui-même, mais par contre, on peut prendre un corps existant et puis essayer d'utiliser la même méthode pour faire évoluer des stratégies de mouvement, par exemple, pour le faire avancer. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, qui utilise une autre famille d'algorithmes qu'on appelle apprentissage par renforcement, mais au final, l'idée générale est quand même la même. Et en fait, au début, ce robot, il ne sait vraiment pas du tout se déplacer, on le met sur le dos, et vous allez voir, en quelques minutes, il va faire des essais, et il va progressivement découvrir des trucs. Et c'est vraiment le même principe. Il essaye des choses complètement au hasard au début, et puis il regarde juste le score qu'il a en termes de déplacement, et puis aussi ici, on a rajouté un score pour essayer d'élever son centre de gravité. Et progressivement, il va trouver des petits mouvements qui lui permettent de s'élever un petit peu, de bouger un petit peu. Alors au début, c'est extrêmement gauche. Donc là, au bout de 30 minutes, il a déjà trouvé une manière de se retourner, de se mettre sur ses pattes, et on voit qu'il essaye des choses. Ça reste encore très approximatif, mais on voit vraiment un progrès. Voilà. Et au bout d'un moment, en fait, il a appris la capacité à se déplacer, et non seulement à se déplacer, mais à réagir
à des perturbations de l'environnement de manière vraiment très très robuste. Et la stratégie de mouvement qui est à l'intérieur, ce n'est pas un ingénieur qui l'a programmé à la main. C'est véritablement le robot en essayant par tâtonnement successif qui a trouvé lui-même sa stratégie de mouvement. Et en fait, si on le met dans un environnement où carrément avec des obstacles, voilà, on le laisse un peu plus longtemps explorer, au bout d'un moment, il sait se déplacer comme ça, il sait sauter. Et en réalité, les stratégies qu'on voit là, c'est à peu près les mêmes. Tout à l'heure, Étienne vous a parlé de ce logiciel qui a appris au jeu de Go et à battre les meilleurs joueurs du monde au jeu de Go. C'était AlphaGo. En fait, AlphaGo, il est entraîné avec les mêmes méthodes. Ce ne sont pas des méthodes qui sont extrêmement sophistiquées, mais qui sont basées sur l'idée qu'on va pouvoir essayer beaucoup de variations qui vont tout au départ être très mauvaises, mais il y en a certaines qui vont être moins mauvaises que les autres. Et puis on va récupérer un petit peu de signal, d'informations sur ceux qui sont un petit peu moins mauvais, et puis on va faire des variations un peu aléatoires, et puis progressivement, au cours du temps, ça va s'améliorer. Et si on a des ordinateurs suffisamment puissants dans le cas du jeu de Go, pour laisser longtemps évoluer ces stratégies, au bout d'un moment, on trouve des stratégies qui sont extrêmement efficaces et qui sont capables de jouer des coups auxquels les meilleurs joueurs du monde n'avaient même pas pensé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, les joueurs ont été choqués, d'ailleurs, en se disant, finalement, à quoi ça sert, nous, qu'on essaye de jouer. Ils se sont appropriés ces méthodes, ils les ont variées eux-mêmes, et ils ont créé encore d'autres choses auxquelles, là, cette fois-ci, la machine n'avait pas pensé au départ. La variation dans le domaine de la musique. Alors, j'ai préparé deux exemples qui ne sont pas étrangers à ce qu'on peut toujours relier en fait à des choses qu'on a vues. Je repense à l'aspirateur plus qu'au poulpe pour un phénomène de création qui est vraiment, j'utilise directement, qui est très intéressant, qui est le fait de regarder quelque chose et de voir autre chose, qui, chez certains artistes, ou pas forcément artistes, provoque quelquefois, tout d'un coup, quelque chose qui est de l'ordre de la création. Et autre chose que je vais montrer ici, qui est la notion d'algorithme dans la composition, en quoi un algorithme apparemment déterministe peut faire quelque chose d'indéterminé. Alors je vais m'en expliquer, je branche. Alors, je vous montre une partition de Mozart. C'est une partition un peu curieuse qui se présente comme un jeu de société que Mozart a écrit et qui est une machine à composer. Une sorte d'algorithme. Comment ça marche ? Alors, d'abord, il présente ça d'une manière un peu humoristique en disant, voilà, tout le monde croit que pour composer de la musique, il faut étudier, c'est compliqué, etc. En fait, pas du tout. Il suffit d'une paire de dés et de ce plateau que vous voyez. Et comme dans un jeu de société, il met le mode d'emploi dans plusieurs langues. Et voilà donc deux matrices de nombres. Sur la partie haute, vous voyez des lettres de A à H qui représentent différentes mesures d'un menuet que vous allez composer en jetant des dés. Et sur cette partie, vous voyez toutes les valeurs que peuvent prendre les deux dés qui sont jetés. Donc si vous avez la valeur 4, vous allez dans la mesure numérotée ici 69 et vous regardez dans cette matrice la mesure 69 et vous l'écrivez sur votre partition. Vous rejetez les dés et vous faites de la même manière la deuxième mesure, la troisième, etc. Puis il y a une partie centrale, ce qu'on appelle un trio, donc qui change de tonalité, et qui va donner l'illusion d'une variété. Et donc on a un nombre de combinaisons qui se chiffre en milliards. C'est absolument considérable le nombre de possibilités de fabrication de menuets. Et ça marche. Donc voilà, on peut le faire tourner. Et vous voyez ici la partition en train de se construire. Est-ce que ça marche ? Donc on simule le lancer de dés à chaque fois. Et dans chaque mesure, vous voyez la case correspondante tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure dans la matrice. Alors comment ça marche ? Il y a un côté magique, il y a un côté bluffant, parce qu'on peut le faire tourner pendant 1 heure,
Ce sera tout le temps assez varié, assez différent. C'est une machine à composer, un algorithme de composition. Comment est-ce qu'il marche? Alors, il est basé sur un procédé de composition dans ce type de musique qu'on appelle la musique tonale, qui est assez simple, qu'on appelle les fonctions harmoniques. On peut comparer ça aux fonctions grammaticales. Pour construire une phrase bien construite, souvent, il faut un sujet, un verbe, un complément. Et il y a la même chose dans la musique tonale. Pour construire une phrase musicale, on doit utiliser un certain type d'accords qu'on appelle les accords du premier ou sixième degré. Quand on les a écrits, on passe dans cet état et on va pouvoir écrire des accords de tel et tel degré, puis dans cet état, puis dans celui-là. Alors j'ai simplifié fortement les choses, évidemment. C'est plus complexe en harmonie, il y a beaucoup de choses qui se surajoutent, beaucoup de règles qui se surajoutent. Mais si on respecte ça et qu'on tire des notes au hasard qui respectent cette contrainte de degré, ça marche. D'où l'idée de généraliser ce système et de dire, après tout, on pourrait créer dynamiquement la matrice que vous avez vue avec les notes et ne pas être subordonné à des notes préécrites qu'on recopie, mais calculer tout à la volée. Et dans ce cas, on va étendre le système on va le généraliser. Alors, on va le lancer, le faire tourner. Cette fois-ci, le code qui va s'exécuter en temps réel calcule, non seulement il jette les dés, mais en plus, il va calculer les notes elles-mêmes que vous avez vues écrites, et il va même changer de tonalité, il va prendre des décisions, alors non pas de manière supervisée comme un système d'apprentissage, mais on va pouvoir le piloter en temps réel. Alors, j'ai besoin de mes deux mains, je pose le micro. Et là, il vient de moduler, mais il utilise tout le temps le graphe qu'on a vu tout à l'heure. On va rajouter une deuxième voix et qui va s'emboîter et s'imbriquer avec la première. Donc on a maintenant, comme dans du contrepoint, deux voix qui suivent ce cheminement harmonique qui est crédible, qui pourrait être un exercice d'harmonie. Troisième voix, la basse. Alors la différence avec le système de Mozart, c'est que là, il s'autorise à, on dit, changer de tonalité. Il y a beaucoup plus de variétés possibles. Mais surtout, en jouant sur ces paramètres, on va pouvoir naviguer dans l'histoire de la musique. C'est-à-dire, en changeant les paramètres, on peut aller plus loin que ce que Mozart a fait dans le temps. Essayons. Là, c'est exactement le même modèle et il a enchaîné avec des contraintes différentes harmoniques qui sont celles d'une compositrice qui a vécu à la charnière de la période classique et romantique qui s'appelle Hélène de Montgeroult. Et là, on simule le style de Montgeroult. Maintenant, en changeant les paramètres du même modèle, on va simuler le style de Schumann. On va utiliser une certaine classe d'accords, toujours en respectant le même cheminement. Et pourquoi pas ne plus être dans un contexte tonal, mais sortir de la tonalité et écrire de la musique modale, c'est-à-dire utiliser une organisation des hauteurs que Debussy, par exemple, a utilisée, tout en respectant le même cheminement de graphe. D'un coup, on fait un saut dans l'histoire de la musique tout en utilisant le même modèle. Pour peu qu'on altère et qu'on autorise des rythmes irrationnels, on a quelque chose qui ressemble à une pièce de Debussy qui s'appelle Voile, qui est le deuxième prélude du premier livre de prélude. Et donc on simule toujours avec le même système que Mozart avait formalisé. En changeant ces paramètres, on peut simuler de la musique bien ultérieure à celle de Mozart. Donc ce qui pose la question de est-ce qu'un système conçu pour une certaine finalité liée à un certain contexte, à une certaine époque, à un langage, à des conventions, peut être paramétré pour générer des choses qui vont venir après lui. Est-ce qu'il contient en germe des choses qui sont bien plus tardives?
ou même qui permettent de générer des choses pour lesquelles il n'était pas du tout fait. Et ces détournements, c'est ce qu'on voit dans l'histoire de la musique de manière constante. Alors, je voudrais en montrer un qui est assez intéressant parce qu'il est de Beethoven. Et donc, ce que vous voyez ici sont les brouillons d'une variation de la 30e sonate pour piano, l'opus 109. Et dans cette sonate, il y a une variation qui est assez intéressante parce qu'elle développe la notion d'hybridation, tout en utilisant le langage de l'époque, qui est le langage tonal. Ça reste des accords classés, des choses qui, de ce point de vue-là, ne sortent pas de l'ordinaire. Et l'énorme innovation, elle est dans la matrice que vous voyez. Alors, il est difficile à voir, je vais vous dire ce qu'on voit. Donc, là, c'est les brouillons, et là, c'est la retranscription de ça de manière lisible. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Beethoven écrit deux éléments que j'ai appelés A et B. A, il est caractérisé, on le voit ici, puis on va l'entendre, je vais vous le jouer, de notes qui sont jamais jouées en même temps. C'est monodique, et ce sont des notes qui sont jouées de manière piquée. Et puis, il y a un deuxième élément B ici, c'est le contraire. Il est fait d'accords, donc des notes jouées simultanément, et des notes liées entre elles avec des ornements. Donc, quelque chose qui va s'opposer au premier élément. Et il fait une opération que j'ai appelée A plus B, que j'aurais pu appeler A X, B ou ce que vous voulez, qui va être d'hybrider ces deux éléments. C'est-à-dire qu'il va créer un troisième élément en C, qui va prendre des caractéristiques du premier, c'est-à-dire le fait d'être piqué et d'être monodique, mais avec les accords de B. Il va donc hybrider ces deux éléments. Écoutons. Intéressant, c'est que ce que vous voyez ici, c'est tous les essais qu'il a fait. Et on voit dans cette matrice qu'il cherche à apparier A et B deux par deux pour trouver la plus grande différence qu'il pourra faire entre les deux pour que l'hybridation soit audible. Donc il fait des essais. Il essaye, et il y a plusieurs versions comme ça qu'on peut jouer. Alors je ne les ai pas ici, on les a enregistrées, mais c'est très intéressant de l'entendre penser en quelque sorte et progressivement atteindre l'idée qu'il s'était proposée. Ça me fait penser à une réflexion qui a eu lieu. Il y a une liste de diffusion qui s'appelle Musisorbonne, sur laquelle il y a des échanges de musicologues, et un musicologue écrit quelque chose qui m'est apparu monstrueux. Est-ce que vous êtes au courant, telle université travaille sur la 10e symphonie de Beethoven, en essayant de la terminer avec une intelligence artificielle. J'étais extrêmement choqué par la question elle-même. S'il y a un compositeur qu'on ne peut pas vraiment simuler, c'est bien Beethoven, parce que Beethoven va justement faire
ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas, il va tordre. J'ai plusieurs exemples qui montrent que à partir des conventions, ce qui l'intéresse, c'est de les casser. Mais il y a une infinité de manières de les casser. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle à laquelle on pose un problème va chercher à le trouver, à le résoudre et à faire exactement ce qui ressemble aux autres. Mais chaque nouvelle symphonie de Beethoven ne ressemble pas à la précédente. Il va faire justement quelque chose d'autre, mais le nombre de possibilités est infini. Ce qui est une caractéristique du style de Beethoven. J'embraye rapidement, puis après on va ouvrir la discussion. C'est la semaine du cerveau, donc il faut quand même qu'on parle un petit peu du cerveau. Donc, en général, on associe chez l'homme la créativité au cortex préfrontal, donc à cette partie antérieure du cerveau. Donc, c'est pas que cette partie, elle est créative en tant que telle, mais c'est qu'elle va permettre la créativité. Elle va autoriser à être créatif en quelque sorte. C'est une région qui, en permanence, va monitorer un comportement donné, ou qui peut être mental, hein, qui n'est pas forcément un comportement dans l'espace physique, et qui, à un moment donné, va, si ce comportement lui apparaît pas pertinent, va, ou plusieurs comportements qu'il a en parallèle, là on voit qu'il y en a 3 en parallèle, s'il va considérer que ce comportement n'est plus pertinent, il va en fait ouvrir. C'est-à-dire qu'il va inhiber ces comportements et il va laisser émerger de la mémoire un nouveau comportement ou une nouvelle stratégie, ou appelez ça comme vous voulez, une nouvelle option, qui va en fait émerger, qui n'est pas sous son contrôle. Donc en fait, il va accepter de perdre le contrôle du comportement et de laisser de la mémoire à long terme par un espèce de remixage qui est évidemment bien fait, c'est-à-dire qu'il est contextualisé, et une nouvelle option apparaît, et cette option va être utilisée et à nouveau monitorée par le système préfrontal, qui va après décider soit de la rejeter, soit de la confirmer, etc. Puis après, le système tourne. Donc tout ça, on a pu mettre en évidence, d'un point de vue neuroscientifique, qu'en fait, appelons ça, je ne sais pas comment appeler ça, un peu l'algorithmique préfrontale qui va associer les différentes régions du cortex préfrontal, avec des régions qui sont plus d'ordre affectif, qui sont par exemple les régions qui représentent la notion j'aime les pommes, et puis des régions plus motivationnelles, cognitives, qui sont plus non pas j'aime les pommes mais je veux une pomme, et puis des régions qui sont plus dans le cognitif, dans la notion de modèle justement, et qui est donc dans une situation donnée, j'obtiens une pomme, c'est-à-dire je fais ce qu'il faut pour avoir une pomme parce que je veux une pomme. Et donc, ce qui est important ici, c'est que, en fait, le système est conçu, il a conscience de sa, enfin, conscience, c'est pas le mot, hein, il est conçu de telle sorte que il prend en compte sa propre limitation. Et il prend en compte sa propre limitation et il va ouvrir cette limitation à permettre l'émergence de nouveaux comportements qui va, dans une situation donnée, s'avérer peut-être probant ou pas probant, et il peut rejeter, les confirmer, etc. Et c'est comme ça aussi qu'il se construit un répertoire. S'il confirme des nouveaux comportements, ce comportement va être consolidé dans les mémoires à long terme, dans la mémoire à long terme, et ce comportement consolidé va plus tard participer également à la création de nouveaux comportements lorsque le système frontal considère qu'il n'a pas à sa disposition quelque chose de pertinent. Et donc, la richesse créative ici vient du fait que il y a une richesse créative parce qu'il y a une expérience et il y a la constitution progressive d'un grand répertoire de comportements différents. Je vais m'arrêter là. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais bon, l'heure tourne. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on ouvre la discussion. Et donc, c'est à votre tour de poser des questions et de... Si vous le voulez bien, vous vous présentez très brièvement les questions parce qu'on a une vingtaine de minutes. Oui, Yves Bourgeois, je suis syndicaliste. J'observe souvent le travail et ce que je m'aperçois que ça colle avec pas mal de ce que vous dites, c'est que, et moi, si je ne me trompe pas, c'est que dans le travail, c'est une gestion des variables en permanence. Il n'y a aucun travail
qui coule comme ça. C'est-à-dire que les travailleurs, quand on les observe, ils sont obligés de gérer plein de choses. Et donc, ils sont obligés en permanence de... Alors, le schéma précédent, vous aviez montré aussi, il vise un monde. C'est-à-dire, même le travail à la chaîne, on s'aperçoit qu'en permanence, il y a des variables. Et eux, en gérant cette variable-là, ils visent un monde. Alors, la question que je vous pose, est-ce que ça colle à ce que vous dites par rapport à la création? L'idée ici, c'est que ce modèle-là, c'est le mode de fonctionnement de notre lobe frontal, en simplifié, hein, ça reste un modèle simplifié évidemment, et on peut le voir également, alors peut-être que ça répond à votre question, comme aussi comment la science progresse en quelque sorte, c'est-à-dire que la science progresse par la constitution d'un répertoire de modèles, et puis à un moment donné, on n'est pas satisfait d'un modèle ou des modèles existants, et on va générer un nouveau modèle, et on va, comme une nouvelle hypothèse, si vous voulez, et puis on va l'accepter ou la rejeter, et cette hypothèse va venir, si elle est confirmée, faire partie du corpus, et le corpus, comme ça, progresse. On peut aussi voir ça dans peut-être d'autres choses, comme vous le dites. D'autres questions? Oui, Calora, socio-anthropologue. Quand je vous écoutais, me revenait à l'esprit un livre de Hans Joas qui s'appelait La créativité de l'agir. Et pour faire très très bref, ce qu'il montrait, c'est que les modèles de la sociologie de l'action qui le plus souvent reposent sur l'idée de rationalité, d'orientation de la conscience par rapport à une fin, sont, je veux dire, quelque part insuffisants, peut-être pas inadéquats, mais ou du moins insuffisants, pour expliquer l'action. Parce que finalement, dans tout geste, il y a de la créativité. Ça rejoint donc évidemment l'artisanat, ça rejoint aussi des gens comme Tim Ingold, l'apprentissage, le détournement, c'est-à-dire que dans n'importe quel geste, il y a de la plasticité si on entre par l'agir. Et donc, je ne sais pas si c'est une question, mais par rapport à l'intelligence artificielle, quand je ne suis pas un spécialiste, hein, je l'utilise de temps en temps, mais quand je vous écoute, est-ce que finalement, ce n'est pas le miroir de la plasticité humaine, l'intelligence artificielle? Enfin, tout simplement, est-ce que ce n'est pas on voit bien la collaboration qu'il peut y avoir entre l'humain et effectivement et l'intelligence artificielle, mais on joue, il y a une espèce de jeu entre les deux, et finalement, est-ce que ce n'est pas notre miroir? Enfin, voilà. Oui, alors rapidement, mais alors, il y a beaucoup de sens au mot miroir, et il y a aussi beaucoup de formes de systèmes d'intelligence artificielle et beaucoup de raisons pour lesquelles, très diverses, pour lesquelles les scientifiques et les ingénieurs les construisent. Il y en a certains qui, surtout au départ de ce domaine, qui ont construit des machines dans l'objectif explicite de simuler certains aspects de la cognition, du raisonnement, de l'apprentissage humain. Et donc, dans cette perspective, non seulement c'est des miroirs, mais c'est vraiment fait exprès que ça simule. Après, de savoir si ça simule de manière adéquate ou pas, ça c'est une question intéressante, mais c'est une autre question. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des ingénieurs qui construisent des machines dont le seul objectif, c'est qu'elles fonctionnent, qu'elles rendent un service, qu'elles soient efficaces, et ils n'en ont rien à faire de savoir si c'est pareil ou pas chez les humains. Mais par moment, ils arrivent à des solutions qui, effectivement, peut-être parfois ont des similarités fortes. Alors, juste pour revenir à ce que vous disiez sur l'action au départ, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes d'intelligence artificielle sont basés sur des statistiques qui font que, y compris quand on parle d'action, de robots par exemple, mais aussi de langage, par exemple les chatbots d'IA générative, à chaque fois qu'on leur demande de réaliser une tâche, en fait, ils ne vont pas aller chercher dans leur mémoire une stratégie toute faite et déjà enregistrée qui vont recopier et produire pour résoudre. En fait, à chaque fois, ils vont utiliser leur modèle du monde de manière plus ou moins explicite pour recalculer une solution en temps réel, en interaction. Et c'est pour cette raison-là que si vous posez 3 fois, 5 fois, 10 fois la même question à ChatGPT, il va vous répondre 10 fois de manière différente. Parce qu'à chaque fois, il y a un calcul
avec un degré d'aléatoire qui est fait, qui font qu'il y a de la variation. Bon, alors, hasard et subjectivité, est-ce que vous pouvez, est-ce que ce sont des gros mots pour l'intelligence artificielle ou pas? Voilà. Alors, moi, je vais répondre rapidement, pas du point de vue de l'intelligence artificielle, mais du point de vue du cerveau humain. Donc, le hasard, c'est une composante dans les circuits neuronaux humains, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence. Le hasard est une composante essentielle, adaptative du cerveau. C'est-à-dire, et c'est un hasard qui n'est pas, je dirais, complètement aléatoire. C'est un hasard qui est assez bien fait. C'est ce qu'on appelle une variabilité de Weber. C'est-à-dire que ça reprend un peu la notion de ce prémisse de stabilité du monde. C'est-à-dire que si les représentations internes évoluent peu, s'il y a peu de changements dans ce qu'on perçoit du monde ou ce qu'on comprend du monde, il va y avoir assez peu de bruit neuronal. Par contre, si ces représentations du monde sont amenées à changer, les neurones vont avoir des comportements beaucoup plus aléatoires. Je simplifie un peu, mais c'est pour aller vite. Et donc, on va avoir des représentations. Donc, ça ouvre des champs, des possibles, en fait. Et donc, en permanence, le cerveau, comme ça, en tout cas dans certaines régions du cerveau, c'est ce qu'on a observé dans certaines régions, il y a des ouvertures qui se font lorsque le prémisse de stabilité de la cognition humaine est mis en défaut, et ça ouvre des possibles. Et inversement, lorsque ce prémisse de stabilité semble se réaliser, eh ben, on ferme l'aléa, on diminue l'aléa, et on commence à converger en fait vers quelque chose. Donc c'est ce jeu d'ouverture, fermeture, ce que certains psychologues appellent la pensée divergente, et je pense que c'est lié, la pensée divergente et la pensée convergente. Et dans la créativité, dans le processus créatif, on a cette alternance entre les deux. Je te laisse répondre. Alors peut-être sur la question de la subjectivité, qui est une très bonne question. En réalité, par exemple, dans les modèles informatique des mécanismes de la curiosité, on essaye de simuler ce dont Étienne parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité, quand par exemple un enfant est en train de jouer, il va à un moment donné choisir d'explorer tel ou tel jouet versus tel ou tel autre jeu ou jouet, et il va le faire en utilisant ce qu'on appelle des circuits métacognitifs qui vont lui permettre d'évaluer sa propre maîtrise, son propre apprentissage, le propre potentiel d'apprentissage de tel jeu versus tel autre. Et en fait, ça, on le simule véritablement aujourd'hui dans des machines. D'ailleurs, c'est le fondement des modèles de curiosité, et donc qui sont d'une certaine manière des modèles dans lesquels les machines vont faire des choix qui dépendent de métamodèles, donc de modèles de leur propre connaissance dans une situation particulière. Donc on pourrait dire que ça simule une certaine forme de subjectivité extrêmement primaire, qui est beaucoup moins sophistiquée que celle de la plupart des animaux, mais c'est une composante quand même importante. Je voulais dire un mot sur le hasard dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'on a joué au dé, donc on avait l'impression tout à l'heure d'un hasard, et ça n'en était pas un, c'était ultra contraint, mais ça prenait l'apparence du hasard. Et donc, il y a le hasard apparent et le hasard réel. Là, le système de contraintes était tel est tellement robuste que même si on jette des dés, on tire des nombres au hasard, on reste dans une super contrainte. Donc, il faut considérer en fait que le hasard n'est pas là où on croit. Et ça rejoint en fait quelque chose qui peut paraître éloigné de ça, mais je pense à Olivier Messiaen, qui avait des carnets de voyage dans lesquels il notait les chants d'oiseaux qu'il entendait. Et lorsqu'on regarde la partition de Messiaen, on a l'impression que ce n'est pas lui qui imite la nature, mais la nature qui imite Messiaen, puisqu'il arrive, par un artifice technique très intéressant, à toutes les durées sont réduites à 2 durées, la longue et la brève. Et ça suffit à préserver quand même la tête qu'avait le chant d'oiseau qu'il avait. On reconnaît une grive, on reconnaît un merle, et pourtant c'est du Messiaen. Où est en fait là on a l'impression qu'il a réussi un tour de force qui est de renverser le système quand il comme
On a l'impression qu'il n'imite pas le chant, mais c'est que l'oiseau imite le style de Messiaen. Moi, pour finir aussi sur cette question qui nous réunit aussi tous les quatre, je voulais revenir peut-être sur ce que tu disais aussi, Pierre-Yves, autour de cette idée de métacognition, de réseau, de connaissances, etc. Et vous parlez très brièvement de ce projet dont j'aurais évidemment adoré vous parler plus longuement, mais vous présentez cette tentative que l'on fait en ce moment depuis plusieurs années entre l'université, le cluster dont je vous ai parlé tout à l'heure, et des neurochirurgiens, de modéliser, de donner forme, de représenter, de visualiser l'extraordinaire complexité de la plasticité cérébrale. Alors juste en 2 mots, c'est un projet qui réunit en fait 2 approches différentes de la neurochirurgie. Une que donc ce projet s'appelle Brain Road. Ça, c'est une espèce de mosaïque de représentations qui peuvent être proposées. Et important de le dire, qui a été initié par 2 neurochirurgiens ou 2 équipes de neurochirurgie qui travaillent très différemment l'une de l'autre. La première, elle est à Berlin. Et là, elle est basée sur l'image, avec cette idée qu'on pourrait représenter par un jumeau numérique ce qui se passe dans un cerveau, et notamment évidemment trouver la place d'une tumeur qui grandit et de pouvoir mieux opérer, de pouvoir mieux guider les gestes du chirurgien. Et donc, de partir de ces travaux qui se développent beaucoup autour des représentations de la plasticité, mais aussi des cas cliniques, et en se rendant compte aussi qu'en fait, ça ne marche pas comme ça quand on est en train d'opérer. Quand un neurochirurgien opère, il ne se trouve pas au milieu à avoir une patate, comme on pourrait l'avoir à gauche dans des tractographies, qui sont pourtant des représentations qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais peut-être plutôt avec des modèles qui pourraient être ceux des voxels, c'est-à-dire des pixels en 3D, et qui permettraient de naviguer autrement dans l'imagerie cérébrale. Alors ça, c'est un des premiers projets qui a été développé. Il nous reste 6 minutes et 4 questions. C'est juste... Ok, alors je vais aller très très vite et passer sur tous ces projets-là. Et puis peut-être juste dire 2 choses à propos de cette approche par le professeur Dufaux à Montpellier, qui travaille, lui, non pas à partir d'images, mais à partir de l'expérience de ses patients, et de comment il dialogue avec eux lors de chirurgie éveillée pour certains types d'opérations, et qui, je vais aller encore très très vite, voilà, et qui, dans ce dialogue avec les patients, essaye d'aller toujours plus loin dans la compréhension, la représentation et la stimulation aussi des phénomènes de neuroplasticité propres à chacun. Et nous, pauvres graphistes, artistes, on a essayé de donner des formes à ça. Parce que lui, il nous a demandé de l'aide par rapport à ça aussi. Il nous a dit, moi j'ai besoin de traducteurs pour essayer de mieux représenter. Donc là, on a emmené des étudiants en art design graphique et en art plastique au bloc. Et ensuite, chacun à sa manière a essayé de représenter ça. Et puis de partir par exemple, de ces slides, de ces représentations qui sont celles du professeur Dufaux, pour les mettre pour les représenter d'autres manières. Et alors, on est parti des cartes, des modèles de cartographie, des modèles du métro, par exemple, des modèles graphiques complexes du XXe siècle notamment, et de voir comment on pourrait essayer de représenter ces modèles-là d'autres manières, selon d'autres systèmes graphiques. Et ça a donné lieu à ce projet qui est très, 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 très riche, et qui se développe et qui, à chaque fois, dans la relation au neurochirurgien, va toujours un petit peu plus loin dans certains aspects comme ça de la neuroplasticité. Alors voilà, je voulais juste partager quelques-unes de ces images aussi parce que il me semble que c'est un projet sur la semaine du cerveau qui est riche en développement. En fait, c'est un projet boule de neige qui n'arrête pas de se développer d'une année sur l'autre. Voilà. Magnifique. Ce que je vous propose, c'est que il y a C'est très bref. Dans le modèle du robot qui se retourne, est-ce que, in fine, vous attendiez à ça sans l'avoir programmé, ou est-ce que c'est tout à fait par hasard que finalement il s'est retourné?
Réponse rapide, en fait, dans cette expérience particulière, on voulait qu'il apprenne à se retourner parce qu'en fait, l'objectif, c'était qu'il arrive à être sur ses jambes, debout, et qu'il avance le plus vite possible. Donc, si on le met sur le dos, forcément, on s'attend à ce que, si ça fonctionne, au bout d'un moment, il arrive à se retourner. Dans d'autres expériences, on observe des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Oui, est-ce qu'on peut parler de la créativité artistique? Moi, je suis artiste. Est-ce qu'il y a une spécificité, une singularité de la créativité artistique? Il y a une finalité qui est différente, mais qui est de l'ordre de ce que Pierre-Yves disait, c'est-à-dire de choses qui sont de l'ordre de l'inattendu. C'est-à-dire que quelquefois, on veut pousser, et c'est pour ça que les machines peuvent être pratiques dans une démarche artistique, parce qu'on peut concrètement, par exemple, on a fait un travail sur Webern récemment, avec donc la musique sérielle, dodécaphonique, ça exige des calculs très important pour pouvoir, par exemple, recomposer une pièce de Webern. Et on s'aperçoit que lui-même ou Schoenberg se sont arrêtés à certains moments parce que c'était trop fastidieux de faire ces calculs et puis ces sources d'erreurs possibles et donc, etc. Ce qu'apporte ce type d'outil, c'est de pouvoir pousser très loin, calculer des choses qui seraient incalculables à la main pour voir. Et souvent, on voit apparaître des choses dans l'exemple que je voulais montrer d'une pièce que je suis en train de composer. Par hasard, j'ai vu apparaître à travers un modèle de Xenakis, mais que j'ai paramétré d'une certaine manière, j'ai vu apparaître des formes qu'il n'aurait lui-même pas pu faire apparaître, étant donné le nombre de calculs qu'il fallait faire. Donc de ce point de vue-là, c'est très inspirant. Donc c'est typiquement des situations où on fait des choses parce qu'on a l'intuition que c'est intéressant, mais on n'est pas sûr. Et allez, on va pousser les paramètres très loin. Et on peut avoir des surprises, tout d'un coup, qui font bifurquer une pièce dans une direction ou dans une autre. Alors, j'ai l'impression qu'en général, une démarche scientifique est plus sur certains attendus que certains artistes. Mais je me trompe peut-être parce qu'il y a souvent des choses par hasard, en fait, qui arrivent par hasard et qui font bifurquer un raisonnement scientifique. Donc, le mot hasard revient souvent. Alors évidemment, il est important, mais il ne faut pas oublier que même dans la création artistique, il y a ce moment d'évaluation, en quelque sorte. À un moment donné, c'est une décision. C'est-à-dire que si on prend souvent, il y a un certain nombre d'exemples où l'œuvre est retravaillée, etc. Et à quel moment l'artiste s'arrête et décide que l'œuvre, elle est là. Des fois, ça peut être une contrainte externe, tout simplement, parce que c'est une œuvre de commande et qu'il faut à un moment donné la fournir. Mais il y a un moment donné, il y a effectivement une décision qui se fait. Donc, il y a une évaluation. Ça, c'est très important, cette double composante de générative et cette composante évaluative de ce qui est généré, peut-être par hasard ou avec des règles. Il y a aussi, on utilise beaucoup de règles. Enfin bref, il y a cette double composante. Donc, je pense qu'évidemment, entre les différents types de créativité, d'activité humaine, les paramètres sont un peu différents entre les grandes dimensions que j'ai données au départ, pour revenir à une chose simple. Mais globalement, on va retrouver un peu toutes ces dimensions, quelles que soient les différentes activités humaines auxquelles on s'intéresse, que ce soit scientifique, artistique, artisanale, même sportive. Moi, j'avais deux questions assez brèves qui va justement lier à ce que vous venez de dire. La première, c'est la notion de temps. En termes de créativité, est-ce qu'au niveau du cerveau, est-ce qu'on a, je sais pas, une idée scientifique de temps qu'on doit prendre ou qui est nécessaire pour être dans ce processus de créativité? Ma seconde question, c'est l'appréciation en termes de créativité et d'art. Donc, je voulais savoir si par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a ce côté appréciation du processus créatif? Est-ce qu'on a une idée, voilà, comment ça peut être traduit? Peut-être sur une partie de la question. Au début, Étienne, dans les différentes dimensions qui caractérisent la créativité, parlait de nouveauté. Et en fait, tu as dit la nouveauté, bon, on voit bien ce que c'est, mais en fait, c'est pas si évident la nouveauté, parce que la nouveauté, c'est tout le temps du point de vue de quelqu'un qui a déjà un certain nombre de connaissances, qui a une manière d'organiser ses connaissances. Et en réalité, par exemple, quand on peut tout à fait fabriquer des machines qui vont explorer un environnement en essayant de trouver véritablement des choses qui vont être nouvelles
du point de vue du système de perception et de conceptualisation qui est le leur, mais qui ne sera pas forcément le même de celui d'un observateur extérieur qui peut-être lui dira bon bah ce truc-là je l'ai déjà vu 50 fois, ça n'a rien de nouveau. Et vice versa, c'est aussi tout à fait possible qu'une machine explore et fasse des choses qui de son point de vue n'est pas du tout nouveau, mais du point de vue d'un observateur extérieur, qui soit humain ou artificiel, soit totalement nouveau. Donc en fait c'est pas une question aussi évidente. Juste, ça rejoint la question de la subjectivité. En filigrane, en fait, derrière tout ce qu'on disait, il y avait de la subjectivité au sens où, de toute façon, l'acte créatif, il s'insère dans un modèle interne, ce qu'on appelle nous un modèle interne dans notre jargon, c'est-à-dire en fait une représentation subjective du monde dans lequel on vit, voire de notre fonctionnement mental lui-même. Et en fait, c'est la seule référence, en quelque sorte, du système lui-même. C'est ses propres représentations internes qui sont subjectives de fait. Oui, moi je voulais vous poser une question par rapport aux 4 caractéristiques de base dont vous avez parlé, parce que dans les exemples que vous nous avez montrés, je peux bien trouver l'action, l'innovation ou l'adéquation au contexte, mais j'ai du mal à attribuer de l'authenticité, et peut-être que ça rejoint beaucoup les questions par rapport à la créativité artistique ou la créativité outre que artistique. Mais donc, comment est-ce que vous attribuerez cette caractéristique d'authenticité à ce type de créativité qui, pour l'instant, semble être plus la capacité à sortir d'un certain cadre imposé pour trouver des solutions à un certain problème spécifique, que ce soit évolutif ou autre. Donc voilà, c'était surtout sous le mot authenticité. Oui, c'est une question pas facile. L'authenticité, c'est donc l'idée que dans l'acte créatif, il y a une notion d'expressivité, c'est-à-dire que si on parle de la créativité humaine, en tout cas, c'est donc un individu qui, à un moment donné, cherche à exprimer, à avoir un effet sur le monde, donc, et notamment sur ses partenaires sociaux, ses congénères. Et donc, et s'il le fait, s'il y a un acte, c'est quelque part, il y a un déséquilibre à l'intérieur. On sort d'un équilibre, et c'est ça l'authenticité. Donc, il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour en parler de façon beaucoup plus intéressante, etc. Mais très rapidement, c'est ça. Donc peut-être dans les exemples là, c'est peut-être plus difficile à montrer en quelque sorte. On est peut-être plus à l'aise ou plus facilement dans le temps imparti de parler plus de nouveautés ou d'adéquation, mais l'authenticité est plus difficile justement à exprimer comme ça simplement verbalement. Mais voilà, c'est ça l'idée, je crois. Peut-être un mot chacun pour conclure. Bon, ça ne se conclut pas, la créativité. C'est très difficile de conclure, mais on utilise peu dans la composition. En fait, il y a un débat actuel avec des machines qui... Il y a des professions dans la composition musicale, notamment, qui se sentent menacées par l'arrivée d'algorithmes qui vont faire des choses. J'ai une anecdote, en fait, qui me vient à l'esprit, d'un collègue de l'IRCAM qui me présente un travail d'un système qui improvise, un système d'intelligence artificielle auquel il avait donné à apprendre une grande œuvre de Bach qui s'appelle l'art de la fugue. Il lui donne à manger l'art de la fugue et après il lui dit improvise. Et il me fait entendre le résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'étais, là encore, vous allez dire, il est tout le temps choqué, mais j'étais véritablement choqué parce que donc l'art de la fugue, ce sont des fugues, donc une forme musicale qui a certaines évidences, certaines contraintes, notamment chaque œuvre est basée sur ce qu'on appelle un sujet. Là, le sujet était coupé à des endroits impossibles. Mais la surface était bluffante quand même, il y avait des enchaînements harmoniques. Et donc, je lui explique ça, je lui dis, mais là, ce que tu reconstitues, c'est la peau, en quelque sorte, mais pas du tout la chair, et pas du tout la structure réelle, qui pourtant est quelque chose qu'on a.
Est-ce que c'est parce que cette information n'était pas présente dans ce que tu as donné à apprendre? Mais si, c'était les partitions. Et donc voilà, il y a un débat en ce moment sur le type de musique qui est généré par ces systèmes automatiques, qui sincèrement se reconnaît beaucoup et qui manque de je ne sais pas comment appeler ça, de paramétrage ou peut-être de formalisation qui soit suffisante pour en faire quelque chose de crédible. Ok. Oui, non, moi je voulais juste finir, s'il s'agit de donner un mot de la fin, par une citation d'un philosophe, je pense qu'il pourrait aussi vous intéresser beaucoup sur la question de l'acte créatif. Et lui, il ne parle pas de créativité, mais plutôt de formativité. Et il s'appelle Luigi Pareison et il a écrit ce livre Esthétique, théorie de la formativité, qui pour moi est une bible depuis de longues années. Et il dit ceci: si toute opération est toujours formative, au sens où elle ne peut pas être soi-même sans l'acte de former, et où l'on ne peut penser ou agir qu'en formant, en revanche, l'opération artistique est formation, au sens où elle se propose intentionnellement de former, et en elle, le penser et l'agir interviennent exclusivement pour lui rendre possible le fait de n'être que formation. L'opération artistique est un processus d'invention et de production, ça c'est vraiment la théorie de la formativité, exercée non pas pour réaliser des œuvres spéculatives, pratiques ou autres, mais seulement pour soi-même. Former pour former, former en poursuivant uniquement la forme pour elle-même. L'art est pure formativité. Voilà. Esthétique, théorie de la formativité de Luigi Pareison. Tout à l'heure, Fabrice disait que quand on essaye de produire quelque chose ou d'atteindre quelque chose, il nous arrive de ne pas tellement y arriver, mais sur le chemin, sans l'avoir voulu, on découvre autre chose, sans faire exprès. C'est une forme de ce qu'on appelle la sérendipité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental dans la créativité et que par ailleurs, dans mon équipe, dans nos modèles de machines qui explorent, qui sont curieuses, on a beaucoup montré. Souvent, quand on veut construire des machines qui vont vouloir résoudre des problèmes, par exemple, qui intéressent un ingénieur et qui sont extrêmement compliqués, plutôt que d'utiliser des méthodes qui vont uniquement regarder ce problème et essayer d'optimiser les stratégies, eh bien, il est beaucoup plus efficace de laisser la machine générer des variantes de plein d'autres problèmes, d'essayer de les atteindre et pas forcément trouver très grave si elle n'y arrive pas. Et à chaque fois qu'elle essaye des choses, se souvenir de ce qu'elle a trouvé, le mettre dans son répertoire de découverte et puis réitérer là-dessus. Et en fait, en faisant comme ça, très souvent, les machines arrivent à résoudre beaucoup mieux les problèmes extrêmement difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, de manière générale, on ne peut pas vraiment planifier d'être créatif. Si on veut être créatif, il faut plutôt laisser aller sa curiosité et être ouvert à la sérendipité. Mais la sérendipité nécessite à un moment donné qu'il y ait une reconnaissance de quelque chose d'intéressant. Et moi, je voudrais finir par une autre anecdote qui rejoint exactement ce que tu disais. Cette année, je me posais la question pour le rendu des étudiants, une synthèse finale de leur cours. J'avais décidé de ne pas leur interdire d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'écriture de ce qu'ils devaient écrire. Mais par contre, qui m'indique comment ils l'avaient utilisé. Bon, alors j'ai eu un peu de tout, etc. Peu importe. Et il y avait un texte qui a été manifestement l'étudiant l'avait utilisé de façon un peu trop intensive, donc c'était pratiquement un texte de l'intelligence artificielle que j'ai reconnu tout de suite. Ça rejoint ce que tu dis, on reconnaît tout de suite. Et c'est intéressant parce que et ça rejoint exactement ce que tu dis. En surface, ça se lit très très bien, c'est très fluide. Ça semble cohérent en surface. C'est cohérent en surface, mais il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps dans le texte. Et donc on lit le texte, c'est fluide, il n'y a pas de problème, on a l'impression de comprendre, mais après, au bout d'un moment, en fait, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est très étrange comme impression, donc ça reste à analyser, donc c'est ça que je voulais vous partager. Donc il y a quelque chose, il y a encore quelque chose là qui est particulier dans ce qui distingue en quelque sorte nous humains quand on produit quelque chose et l'intelligence artificielle aujourd'hui quand elle produit quelque chose. Merci à vous.